Et tu t'es penché aussi, pour nous, sur un petit pays dont on entend peu parler, le Burundi. Oui. Tu t'es entretenu avec quelqu'un qui est peut-être le meilleur connaisseur de ce pays aujourd'hui. Il s'appelle Esdras Ndikumana. Il est journaliste pour Radio France Internationale. Il est burundais, évidemment, réfugié politique en France. Après ce journal, on diffusera l'intégralité de ton entretien avec lui. Un entretien au cours duquel tu es revenu sur l'histoire récente et tragique de ce pays. Un petit pays qui a sombré doucement dans la dictature. Oui, mais je voulais en parler parce que tout a commencé il y a exactement 3 ans, en avril 2015. Le Burundi, petit pays relativement paisible depuis plusieurs années, sur la rive orientale du lac Tanganyika, entrait cette année-là de nouveau dans une crise grave, mais sans faire beaucoup de bruit en dehors de l'Afrique centrale. Je voulais revenir avec Esdras Ndikumana, qui était alors en poste à Bujumbura, la capitale du Burundi, sur ce moment important de l'histoire contemporaine, la lente noyade, on pourrait dire, d'une vieille nation, son étouffement continu par un homme et son entourage. Cet homme, c'est le président du Burundi, Pierre Nkurunziza. Au printemps 2015, donc, le Burundi est calme depuis plusieurs années, mais le climat politique commence à se dégrader peu à peu. Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, réélu en 2010, fait savoir qu'il entend se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle prévue à l'été 2015. Problème, la constitution du Burundi le lui interdit, de même que l'accord d'Arusha, un accord signé en l'an 2000 pour mettre fin à l'épouvantable guerre civile qui, à partir de 1993, parallèlement à ce qui allait mener au génocide rwandais en 1994, a endeuillé durablement les villes et les campagnes du Burundi. Alors, revenons un court moment sur le Burundi lui-même. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, comme ailleurs, les peuples et les nations ont une histoire. Alors le Burundi, c'est un territoire agricole de collines, enclavé au cœur de l'Afrique, peuplé par une majorité de Hutus et une minorité Tutsi, à peu près comme le Rwanda voisin. Et son histoire récente est l'histoire d'un combat, d'une déchirure jamais guérie depuis l'indépendance pour le contrôle du pouvoir. Le Burundi, c'est une vieille nation. Au XVIIe siècle déjà, c'est un royaume commandé par un roi qui s'appuie sur une aristocratie, des princes des collines qui possèdent les terres et prélèvent les impôts sur un petit peuple de paysans. C'est un pays organisé autour d'un système féodal qui se centralise de plus en plus jusqu'à la fin du XVIIIe siècle où le roi, le Mwami, concentre désormais l'essentiel des titres de propriété et des octrois de faveur. Ça ressemble un peu à la France colbertiste. Au milieu du XIXe siècle, les explorateurs et les missionnaires allemands, là, commencent à parvenir jusqu'aux collines burundaises. Mais le roi du Burundi résiste, il refuse les vêtements, les diktats, l'arrogance coloniale. Son armée inflige de lourdes pertes aux Allemands, mais il ne peut pas résister longtemps. Et à la faveur d'une trahison, en 1903, le Burundi est aspiré de force dans ce qu'on appelle alors l'Afrique orientale allemande. Alors après la grande boucherie de 14-18, ce sont les Belges qui administrent le Burundi, comme ils ont la main déjà sur l'immense Congo et sur le Rwanda. Et ce n'est qu'avec le soleil des indépendances, comme on dit, le soleil des indépendances africaines, en 1962, que les Burundais obtiennent de nouveau le droit de s'administrer eux-mêmes. Mais suivent alors 30 ans de rendez-vous manqués avec la paix, de coups d'État, d'assassinats politiques, de luttes fratricides pour le pouvoir et donc une horrible guerre civile qui n'est éteinte qu'en l'an 2000, donc avec les accords d'Arusha signés sous une large supervision internationale. Alors, 2005, c'est l'année décisive pour Pierre Nkurunziza. Lui, c'est un petit prof de sport monté au maquis qui, peu à peu, a pris le tête de la principale rébellion Hutu et qui en est devenu le chef. En 2005, donc, les parlementaires l'élisent président du Burundi. Il est réélu par le suffrage universel, cette fois en 2010, mais dans des conditions déjà contestées, pour ce qui devait être constitutionnellement son dernier mandat. Alors 2015, c'est un nouveau rendez-vous électoral, et Pierre Nkurunziza est toujours là et n'entend pas partir, car voilà, le chef de l'État burundais a une personnalité un peu particulière. Écoutez ce que m'en a dit Esdras Ndikumana. Apparemment, rien ne prédisposait Pierre Nkurunziza à faire de la politique parce que c'est un ancien professeur d'éducation physique. Il a fait l'éducation physique à l'université du Burundi. Il jouait au football dans une équipe dans le pays. Donc, il menait sa vie tranquillement. Et puis, survient la crise de 1993. C'est-à-dire, en 1993, à ce moment, le Burundi est dirigé plus ou moins par la minorité Tutsi.
15% de la population, 14-15% de la population. Nkurunziza, lui, appartient à la majorité Hutu, 85% de la population. Il y a les premières élections libres du Burundi. C'est un Hutu qui va gagner ces élections, Melchior Ndadaye. Il va diriger le pays pas plus de 3 mois. Il est assassiné lors d'une tentative de coup d'État dirigée par l'armée qui est dominée par la minorité Tutsi. Et donc le Burundi entre directement dans la guerre civile. En même temps que le Rwanda, ou à peu près. Le Rwanda, le Rwanda est déjà en guerre civile, c'est-à-dire le Rwanda, lui, était dirigé par la majorité Hutu à l'époque. Il y a une rébellion Hutu qui a commencé en 1990, et donc la crise rwandaise va connaître son apogée une année plus tard, en 1994, lorsque... Voilà, les deux pays qui sont voisins sont concomitants et simultanément deux crises extrêmement graves. Les deux pays qui sont voisins sont de la même taille pratiquement, même population, même composition, la même langue pratiquement, et tous les deux ont toujours connu ce genre de problèmes politico-ethniques, ces massacres, etc. Voilà, vous avez vu ce décor. Pour 3 années de crise ont commencé. La campagne électorale de 2015, il faut dire, s'est passée très mal. L'opposition et une bonne partie de la population manifestent leur refus du coup de force de Nkurunziza. L'armée tire sur la foule, on meurt beaucoup dans les rues de Bujumbura, partout on s'alarme, on pétitionne, mais rien n'y fait. Le parti du président sortant se resserre autour de ses éléments les plus radicaux et passe en force. En mai, des officiers supérieurs tentent un coup d'État, mais c'est l'échec, et le régime s'enfonce dans la paranoïa, et il entraîne avec lui une population brutalisée dès qu'elle manifeste la moindre opposition à la mainmise du président, de ses hommes et de son parti sur les collines du pays. Alors aujourd'hui, 3 ans plus tard, on en est encore là. Et aujourd'hui, on s'achemine vers un prétendu référendum le 17 mai prochain pour changer la Constitution et offrir à Pierre Nkurunziza une présidence à vie. Je dis prétendu parce qu'il est clair pour tout le monde au Burundi qu'il n'est pas question de voter non. La police et les milices du parti présidentiel y veillent scrupuleusement. Ce référendum absurde signifie donc l'enterrement définitif des accords d'Arusha, c'est-à-dire la fin de la démocratie de consensus et du système de partage de pouvoir. Donc c'est une situation très dangereuse dans laquelle on est aujourd'hui, d'autant qu'aucune initiative de dialogue entamée depuis 3 ans n'a réussi jusqu'aujourd'hui. Alors écoutez d'ailleurs à ce sujet Esdras Dikoumana. Oui, ça a plutôt radicalisé le pouvoir. En fait, c'est vraiment très clair ce qui se passe. Dès le départ, au Burundi, ça a été très clair. La communauté internationale, même l'Union africaine, les pays de la région n'étaient pas pour le 3e mandat. Parce que, en fait, il faut savoir que tout ce monde-là est garant de l'accord d'Arusha. Et donc, tout ce monde a généralement, principalement, un mot à dire sur ce qui se passe au Burundi jusqu'à ce jour. Et donc, ils n'étaient pas tout à fait d'accord. Ils ont fait savoir à Nkurunziza qui est allé. Ensuite, avec la répression qu'il y a eu, il faut rappeler une chose, c'est qu'au Burundi, on parle maintenant de 1200 personnes qui ont été tuées. La plupart sont des personnes qui sont portées disparues, arrêtées par les services de sécurité. Ils sont exécutés, on retrouve leurs cadavres un peu partout. Il y a des milliers de personnes qui ont été torturées, d'autres milliers qui sont en prison aujourd'hui. Il y a plus de 400 000 Burundais qui ont fui dans les pays voisins et ce climat de répression se poursuit jusqu'à ce jour. Et donc, il y a eu des sanctions. Il y a eu aussi, par exemple, la CPI a ouvert une enquête pour crimes contre l'humanité. L'enquête est en cours. Le Bujumbura n'en veut pas, bien sûr, comme sur tous les points. Alors, c'est ce que vous disiez là. Donc, la communauté internationale a tout essayé. Il y a eu des tentatives d'organiser un dialogue. Bujumbura ne veut pas dialoguer avec l'opposition, a refusé catégoriquement. Sous prétexte que ce sont des putschistes. Justement, on en revient toujours à la tentative de coup d'État. Tous ces opposants, ces principaux opposants sont considérés comme des putschistes. Donc, à ce titre, le gouvernement ne peut pas parler, dit-il, avec des repris de justice. Voilà. Il faut quand même souligner que malgré la radicalisation du régime, son recroquevillement sur les fidèles du président est très évangéliste et ses milices, la crise, malgré les efforts de quelques-uns, notamment des proches des jeunesses Imbonerakure, qui sont les milices du parti présidentiel, malgré cela, ce conflit n'a pas pris une tournure communautaire, comme le souligne d'ailleurs Thierry Vircoulon, qui est un excellent connaisseur du pays et qui est enseignant à Sciences Po. Elle n'est pas retombée dit-il, dans le piège des divisions ethniques, les affrontements qui ont lieu aujourd'hui au Burundi, un peu partout, dans les collines et dans les provinces, n'impliquant pour l'instant que les militants de l'opposition et les forces de sécurité. Alors oui, mais pour combien de temps encore? Et c'est une question grave, c'est d'ailleurs la question centrale aujourd'hui.